Il existe une terre qui n'existe nulle part ailleurs en pareille quantité. Elle est noire, pas brune, pas grise, noire, de la couleur du marc de café mouillé, de la couleur de tout ce qui, un jour, a été vivant. Par endroits, elle plonge sur 1 mètre complet. Creusez une fosse et vous ne regardez pas de la terre. Vous regardez 10 000 années empilées, une saison à la fois. Ceux qui la cultivent l'appellent la terre noire. Les scientifiques, moins poètes, l'appellent le sol le plus fertile de la planète. Un seul pays en détient environ 1/4 mondial. De cette terre noire naissent le blé, le maïs, l'orge, l'huile de tournesol. Assez, une année normale, pour nourrir 400 millions de personnes. Pas les siennes, d'autres. Des inconnus en Égypte et au Liban, en Somalie, au Bangladesh, en Indonésie, qui ne verront jamais cette terre et qui mangent un pain pétri avec un grain poussé sur un sol qu'ils seraient bien incapables de situer sur une carte. C'est l'un des plus grands moteurs alimentaires de la Terre, silencieux, plat, sans éclat, un pays qui nourrit 1/10 des calories échangées dans le monde et qui, en retour, ne demande presque rien. Et pourtant, durant l'hiver 1933, sur ce sol précis, des millions d'êtres humains sont morts de faim. Pas de sécheresse, la récolte avait été correcte, pas de guerre. Il n'y en avait pas. Ils sont morts parce qu'on leur a arraché leur grain, sac après sac, maison après maison, pour l'expédier ailleurs, tandis que des soldats postés à la lisière des villages leur interdisaient de fuir. La terre qui nourrissait le monde ne pouvait plus nourrir ceux qui se tenaient dessus. Ces deux vérités coexistent. Le sol le plus fertile de la terre et la famine la plus meurtrière que l'Europe ait connue en temps de paix. Elles se sont produites dans les mêmes champs, à peine 2 ou 3 générations en arrière, et la distance qui les sépare est exactement celle qu'il faut parcourir pour comprendre cet endroit. Alors comment la terre qui nourrit le monde devient-elle une terre où l'on ne peut plus manger? La réponse commence, ici, comme toujours, par l'herbe. Voici l'Ukraine, 600 000 km², le plus grand pays entièrement situé en Europe, plus vaste que la France, et presque tout, en son sein, est plat. Il n'y a pas de véritable montagne, sinon tout à fait aux marges, les Carpates, loin à l'ouest, et une chaîne basse sur le littoral de Crimée, au sud. Entre les deux, sur des centaines de kilomètres dans toutes les directions, le pays s'ouvre, simplement, à perte de vue. Une plaine posée au bas du continent, inclinée doucement vers la mer Noire, drainée par de grands fleuves lents qui charrient des barques, des armées et du grain depuis 3000 ans. Environ les 2/3 du pays sont recouverts de cette terre noire. 65% de l'Ukraine constitue la terre agricole la plus productive d'Europe. Près d'1/4 des réserves mondiales de tchernosium, la terre noire, se trouvent à l'intérieur de ses frontières. C'est pour cela que ce pays est appelé le grenier à blé de l'Europe depuis aussi longtemps que l'Europe a eu besoin de pain. C'est pour cela que des empires se le sont disputés pendant des siècles. C'est, plus encore que la langue, les frontières ou le drapeau, ce qui a défini ce que signifie vivre ici. Pour comprendre l'Ukraine, on ne commence pas par ses villes, ni par ses rois, ni par ses guerres. On commence par le sol. La terre noire n'est pas un cadeau. C'est une dette que la terre s'est payée à elle-même, lentement, pendant des millénaires, et elle continue d'en percevoir les intérêts. Imaginez cet endroit à la fin de la dernière glaciation. Pas de ferme, pas de clôture, personne ou presque. Rien que de l'herbe, un océan végétal s'étirant depuis les confins de l'Europe jusqu'au cœur de l'Asie centrale. Plus haute qu'un homme en été, ployant sous un vent qui ne s'arrête jamais tout à fait, c'est la steppe. Et la steppe est une machine à fabriquer du sol. Chaque année, l'herbe poussait, et chaque hiver, elle mourait, avec ses racines, denses, fibreuses, plongeant jusqu'à 2 mètres de profondeur. Dans une région plus chaude et plus humide, toute cette matière végétale se serait simplement décomposée en surface, puis aurait disparu. Mais ici, les hivers étaient assez froids pour ralentir la putréfaction, et les étés assez secs pour empêcher les pluies de laver les nutriments hors du sol. Alors, au lieu de s'évanouir, l'herbe morte s'enfonçait dans la terre. Les vers de terre l'entraînaient vers le bas. Les microbes la transformaient en une substance sombre et stable, l'humus. Année après année, siècle après siècle, pendant 10 000 ans. Le résultat est un sol capable de retenir de 4 à 16% de matière organique, quand la plupart des terres cultivées du monde peinent à en garder 2. Un sol riche en azote et en phosphore, friable, bien aéré, capable d'absorber les pluies de printemps et de les conserver jusqu'au cœur d'un juillet aride. Un sol si sombre qu'il paraît brûlé.
Si profond qu'au centre du pays, il peut descendre à 80 cm, parfois 1 mètre plein, avant de céder la place à l'argile plus pâle en dessous. En 1883, un géologue nommé Vassili Dokuchaïev vint étudier la steppe. Il creusa des fosses, il mesura les strates, et il conçut une idée qui, jusque-là, n'avait jamais vraiment existé. Le sol n'est pas seulement de la roche broyée, pas seulement de la poussière, mais un corps vivant, le produit du climat, de l'herbe, des animaux et du temps, tous œuvrant ensemble. Il donna à la terre noire son nom scientifique, Tchernosium, formé des mots pour noir et terre, et fonda toute une science autour d'elle. L'étude du sol en tant qu'organisme vivant naît, plus ou moins, dans ces champs. Dokuchaïev comprit avec ses instruments ce que les paysans savaient déjà avec leurs mains. Un hectare de bon tchernosium surpassera toujours une terre plus pauvre, même noyée sous les engrais. La terre noire n'a besoin de presque rien, elle donne, simplement. Ce qui explique précisément pourquoi on n'a jamais cessé d'essayer de la lui prendre. Un sol comme celui-ci est rare. Il n'existe que quelques grandes ceintures de terre noire sur toute la planète. Les prairies du Midwest américain, la pampa argentine, les plaines du Canada et celle-ci, la plus vaste de toutes, qui part de Roumanie, traverse l'Ukraine et se prolonge jusqu'en Russie et au Kazakhstan. Partout où elle apparaît, elle engendre un grenier à blé. Partout où elle apparaît, elle finit par nourrir bien plus de monde qu'elle n'en abritera jamais. La Terre Noire est, en un sens très réel, l'une des raisons pour lesquelles le monde moderne peut être aussi peuplé qu'il l'est. Et parmi toutes ces ceintures, celle d'Ukraine détient le plus ancien passé de terre nourricière pour des étrangers. Les Grecs y achetaient déjà du grain voici 25 siècles. Rome s'appuyait sur ses récoltes. L'empire qui régnait depuis Moscou appelait l'Ukraine son grenier. Bien avant qu'on ne parle de 400 millions de bouches, ce sol était déjà l'endroit où le reste du monde venait, quand il avait faim. Mais la steppe qui a bâti ce sol a presque entièrement disparu. 3 siècles de labour ont transformé la mer d'herbe en la plus grande ferme d'Europe. La steppe sauvage, la prairie vierge d'origine, ne survit plus que dans une poignée de fragments épars. Le plus vaste d'entre eux se trouve au sud, près des confins de la Crimée, derrière une clôture qui tient depuis 1898. On l'appelle Askania Nova. Une baron nommée Friedrich Pfalzfein a grandi ici, sur le vaste domaine familial, obsédé par les animaux. Jeune homme, il fit quelque chose que presque personne à son époque n'avait songé à faire. Il clôtura un morceau de steppe vierge, une terre que la charrue n'avait jamais touchée, et la laissa telle qu'elle. Puis, il entreprit d'y faire venir le monde entier, des zèbres d'Afrique, des bisons d'Amérique, des chameaux, des antilopes, des autruches. Ils arrivaient par bateau et par train, et on les relâchait dans la prairie ukrainienne. À la surprise générale, beaucoup d'entre eux prospérèrent. Lorsque le dernier tsar de Russie vint en visite en 1914, il écrivit à sa mère que le lieu ressemblait à une image tirée de la Bible, comme si tous les animaux venaient de descendre de l'arche de Noé. Mais le geste le plus important de Pfalzfein fut plus discret. En 1899, il envoya une expédition en Mongolie et en ramena un petit cheval trapu, à la robe fauve, à la crinière noire et raide, dressé comme une brosse. Le cheval de Przewalski. Le seul cheval véritablement sauvage qui subsiste sur Terre. Jamais domestiqué, jamais dompté. Fragment vivant des troupeaux de l'ère glaciaire qui broutaient jadis cette steppe même. En quelques décennies, le cheval de Przewalski s'éteignit à l'état sauvage. Jusqu'au dernier, il disparut des plaines mongoles. Et les animaux qui survécurent, la semence de toute l'espèce, étaient précisément ceux qui vivaient derrière cette clôture, dans le sud de l'Ukraine, et dans une poignée de zoos descendant d'eux. En 1992, on les renvoya chez eux. Des chevaux issus de la lignée d'Askania Nova furent relâchés sur la steppe mongole d'où leurs ancêtres avaient été arrachés un siècle plus tôt. Le cheval sauvage existe aujourd'hui parce qu'un homme, en Ukraine, a décidé sans raison pratique aucune de préserver un coin du monde tel qu'il avait toujours été. La réserve existe encore, mais la guerre l'a rattrapée. Les combats ont roulé sur cette partie du sud, et ceux qui comptent les grues et nourrissent les chevaux passent leur journée, depuis des années, sous le bruit de l'artillerie, entre les postes de contrôle sur les routes et une steppe elle-même labourée par les tranchées et le feu. La dernière herbe sauvage d'Europe, gardée à travers une guerre qu'elle n'a pas choisie. Se tenir dans cette prairie, c'est voir ce que le pays tout entier fut jadis.
Des créatures y vivent qu'on ne trouve presque nulle part ailleurs. La saïga, une antilope au museau étrange, bulbeux et tombant, un animal qui semble assemblé de pièces dépareillées, qui arpente la steppe eurasiatique depuis l'époque des mammouths et qui aujourd'hui, partout où elle subsiste, est en danger critique d'extinction. L'outarde barbu, l'oiseau volant le plus lourd d'Europe, dont un mâle peut peser autant qu'un grand chien, qui court sur le sol dégagé avant de s'arracher, presque impossible, dans les airs. Dans la terre elle-même vivent les susliques, dressés à la verticale à l'entrée de leur terrier comme de petites sentinelles, disparaissant d'un bond à l'ombre d'un aigle des steppes. Et au printemps vient la migration, des grues cendrées par dizaines de milliers, suivant le corridor Azov-Mer Noire, qu'elles traversent depuis bien avant qu'un nom n'existe pour désigner cette terre. Et plus bas encore, dans l'herbe même, à l'échelle que presque personne ne prend la peine de regarder, la steppe est tout aussi vivante. Une menthe religieuse se balance sur un épi, parfaitement immobile, à l'affût. Des pierrides marbrées dérivent entre les herbes en fleurs. Des coléoptères travaillent ce sol que l'herbe, encore aujourd'hui, continue de fabriquer. Chacun est une pièce minuscule d'un système qui s'équilibre depuis des millénaires, la même toile de racines, d'insectes, de vers et de microbes qui a bâti, en silence, sous leurs pieds, la terre agricole la plus riche de la planète. C'est cela, la persistance dont le sol se souvient. Non le blé qui se sème, se récolte et disparaît, mais l'herbe, le cheval, les animaux qui étaient là avant la charrue et qui ont survécu à presque tout ce qui est venu après. Les fleuves ont donné à cette terre ses premières villes. Le Dniepr, 4e fleuve d'Europe par sa longueur, descend du nord, des marais de Biélorussie, et court sur plus de 2000 km le long de l'épine dorsale du pays jusqu'à la mer Noire. Pendant l'essentiel de l'histoire humaine, dans une contrée sans montagne à franchir et sans route à suivre, le fleuve était la route. Et là où le fleuve s'infléchissait, les villes naissaient. Il y a plus de 1000 ans, sur la haute rive occidentale du Dniepr, s'éleva une cité qui deviendrait l'une des plus importantes du monde médiéval, Kiev. Au XIe siècle, l'État gouverné depuis cette ville, la Russe de Kiev, comptait parmi les plus vastes d'Europe. Ses princes se mariaient dans les maisons royales de France et de Byzance. Ses scribes recopiaient des livres dans un alphabet tout neuf. Et en 1037, ses souverains firent élever une cathédrale, Sainte-Sophie, coiffée de 13 coupoles, aux murs recouverts de mosaïques dorées et de fresques, dont une grande partie subsiste encore. Près de 1000 ans d'encens, d'invasions et de prières sous le même plafond. Non loin de cette cathédrale, la colline qui domine le fleuve est creuse. Sous les coupoles dorées de la lore des grottes de Kiev, serpente un réseau de tunnels étroits, creusés par des moines il y a près de 1000 ans. Dans l'obscurité fraîche, les corps de saints et d'ascètes reposent là où ils furent déposés voici des siècles, naturellement préservés, attirant des pèlerins qui, aujourd'hui encore, descendent avec de fines bougies pour prier dans des passages à peine assez larges pour une seule personne. C'est l'un des lieux les plus sacrés du monde orthodoxe. Il a survécu, comme la ville au-dessus de lui, à presque tout. Kiev a été mise à sac et reconstruite plus de fois que la plupart des villes n'ont existé. Les Mongols l'ont réduite en cendres en 1240. Elle a été gouvernée depuis Vilnius, depuis Varsovie, depuis Moscou et depuis elle-même seule. C'est l'une des plus anciennes capitales continuellement habitées d'Europe. Et elle a passé l'essentiel de ses siècles à appartenir, sur le papier, à quelqu'un d'autre. Voilà le motif qui se répète partout dans ce pays. La terre est trop précieuse pour qu'on la laisse tranquille et trop vaste pour être pleinement tenue. Alors on la prend, on la reprend, et pourtant, ceux qui y vivent demeurent. De ce schéma est né un peuple d'un genre particulier. Au XVe et XVIe siècle, la steppe ouverte du sud et de l'est formait une frontière dangereuse, un no man's land entre l'Europe installée et les empires rasieurs venus d'ailleurs. Ceux qui choisissaient d'y vivre devaient savoir cultiver et se battre au cours de la même saison. Ils s'organisèrent en confréries guerrières autonomes, élisant leur propre chef, ne répondant en théorie à aucun roi. C'étaient les Cosaques, et leur bastion, une île fortifiée dans les rapides du Dniepr, s'appelait la Sitch Zaporog. Les Cosaques devinrent ce que la steppe eut de plus proche d'une société libre. Armés, mobiles, farouchement indépendants, liés par leur propre code. En 1648, leur chef Bogdan Khmelnytsky souleva une vaste révolte qui brisa la mainmise polonaise sur une grande partie du territoire et créa, pour un temps, un État cosaque autonome. Pour les Ukrainiens, les Cosaques sont la racine d'une idée nationale, que le peuple de la Terre Noire ne répond qu'à lui-même. On peut encore voir cette idée cousue dans le tissu. La Vychivanka,
la chemise brodée, se porte à travers toute l'Ukraine et les motifs changent d'une région à l'autre. Fil rouge et noir au cœur du pays. Croix géométrique, arbre de vie, symbole protecteur, reproduit à la main comme on le fait depuis des siècles. On dit que les Cosaques les portaient au combat, en guise d'armure, non contre les lames, mais contre le destin. Chaque ligne de la broderie signifie quelque chose. Un carré pour la terre, un champ. Un cercle pour le soleil. Un arbre pour la famille, les générations, la racine. C'est une forme discrète de mémoire, une façon de porter sur son propre corps qui l'on est, dans un lieu où presque tout le reste pouvait vous être arraché. La même pulsion a façonné la manière dont les Ukrainiens ont toujours marqué le retour du printemps. Avant Pâques, on fabrique la pisanka. C'est un œuf écrit plutôt que peint. Le mot vient de pisati, écrire. Dessiner ligne après ligne à la cire d'abeille chaude, à l'aide d'un fin stylet, puis tremper teinture après teinture, du plus clair au plus sombre. La cire retient chaque couleur jusqu'au tout dernier moment, où on la fait fondre pour révéler un motif construit en strates qu'aucun regard ne peut saisir d'un coup. Les motifs sont les mêmes symboles anciens que l'on retrouve dans la broderie. L'œuf lui-même est une prière, conservée dans la maison pour sa protection, offerte en cadeau, jamais mangée. Et lors d'un mariage, il y a le korovaï, un grand pain rond, tressé et orné de figurines de pâte et d'épis de blé, cuit avec le grain de la terre noire et partagé entre les invités. Dans une culture bâtie sur le sol et la moisson, le pain n'est pas simplement une nourriture. Il se tient au centre de chaque seuil franchi, de chaque bénédiction, de chaque accueil. La terre a même façonné la poésie du pays. En 1814, naquit un garçon nommé Taras Shevchenko, serf, propriété légale d'un propriétaire terrien, comme des millions d'autres paysans attachés à ses champs. Il fut racheté de sa servitude, jeune homme, grâce à son talent pour le dessin et devint peintre, puis bien davantage. Il écrivit en ukrainien, la langue du village et du champ, à une époque où l'Empire l'a traité de patois paysan indigne de littérature. Ses poèmes donnèrent au peuple de la Terre Noire une voix pour sa propre terre, son propre deuil, sa propre dignité. Il reste, à ce jour, ce que l'Ukraine possède de plus proche d'un père fondateur, un homme né ne possédant rien, pas même lui-même, et qui a donné à une nation ces mots. Ces mots ont voyagé par une route singulière. Pendant des siècles, l'histoire de la steppe ne fut pas portée par les livres, mais par le chant, par des ménestrels aveugles et itinérants appelés kobzars, qui allaient de village en village avec un instrument à cordes, la bandoura, chantant les vieilles épopées des Cosaques, de la captivité et de la terre. Ils étaient une bibliothèque vivante, parcourant le pays à pied. Dans les années 1930, l'État soviétique les aurait rassemblés et réduits au silence, comme on brûlerait des archives, car un peuple qui se souvient de sa propre histoire est plus difficile à gouverner. Loin à l'ouest, la plaine finit par s'élever. Les Carpates dessinent une courbe dans le coin du pays. Pas très haute à l'échelle des Alpes, leur point culminant, le Houverla, dépasse à peine 2000 mètres, mais ancienne, arrondie, couverte de forêts. Et dans ces montagnes poussent quelques-unes des dernières forêts primaires d'Europe, des futaies de hêtres qui n'ont jamais été exploitées, où les arbres tombent, pourrissent et renaissent au même endroit depuis des milliers d'années, intactes. Elles sont aujourd'hui protégées par l'UNESCO, vestiges de la grande forêt sauvage qui recouvrait autrefois tout le continent. Des créatures y survivent, disparues depuis longtemps du reste de l'Europe. Le bison d'Europe, le zèbre, le plus grand animal terrestre du continent, un survivant massif et hirsute, chassé jusqu'à l'extinction à l'état sauvage au début du XXe siècle. Chaque bison d'Europe vivant aujourd'hui descend d'une poignée d'animaux gardés en captivité, ramenés du bord du gouffre et relâchés dans des forêts comme celle-ci. Le lynx se déplace dans l'ombre des hêtres. L'ours brun tapit encore dans les hautes vallées. Les loups courent toujours les crêtes, les mêmes loups qui les ont toujours parcourus. Et dans les villages nichés au creux de ces montagnes vivent les Hutsul, un peuple montagnard avec son propre dialecte, sa propre musique, ses costumes tissés aux couleurs vives, qui gardent les moutons dans les hautes prairies et sculptent, brodent, tout au long des longs hivers, préservant un mode de vie que le reste du pays a abandonné depuis des générations. Leurs fêtes suivent toujours l'ancien calendrier. Au solstice d'été, la nuit d'Ivan Koupala, les jeunes gens sautent encore par-dessus les feux et laissent dériver sur les rivières des couronnes de fleurs portant des bougies allumées, un rite plus ancien que les églises qui ont tenté de le remplacer. Au pied des montagnes se trouve le Lviv. Pendant des siècles, le Lviv a regardé vers l'ouest, non vers l'est.
Gouvernée par la Pologne, puis par l'Empire des Habsbourg depuis Vienne, elle porte encore cette histoire dans ses rues. Une vieille ville pavée qui a traversé les guerres presque intacte. Des cafés où la culture des maisons de café d'Europe centrale n'est jamais morte. Des églises de 6 confessions différentes à quelques rues les unes des autres. Lviv est le cœur culturel de l'Ukraine occidentale, une ville qui donne l'impression d'être une porte entre deux moitiés du continent, et un rappel que ce pays n'a jamais été une chose simple et unique. Il a toujours été un lieu de rencontre entre les empires, les confessions, l'Est et l'Ouest, tenus ensemble, au bout du compte, par la terre elle-même. Pendant l'essentiel des 3 derniers siècles, tout cela, le sol, les fleuves, les villes, les gens, fut gouverné depuis ailleurs. L'Ukraine a passé des générations comme province de plus vastes empires, sa langue découragée, son grain réquisitionné, son nom traité comme celui d'une région plutôt que d'une nation. Puis, en 1991, lorsque l'Union soviétique se dissout, les Ukrainiens votent massivement pour l'indépendance et un pays qui existait dans les cœurs depuis des siècles existe enfin sur la carte. C'était, en termes historiques, un pays très jeune. La terre sous ses pieds, elle, était très ancienne. La distance entre ces deux faits explique une grande partie de ce qui s'est passé depuis. Entre les montagnes et la mer, le pays est cousu ensemble par l'eau et la pierre. Le Dniepr est endigué en une chaîne de vastes réservoirs qui éclairent les villes et font tourner les turbines de toute une nation. Au sud-ouest, le Danube, le grand fleuve d'Europe, achève enfin son voyage, se divisant en un dédale de roseaux, de chenaux et de lagunes, avant de se jeter dans la mer Noire. Le delta du Danube est l'une des plus grandes zones humides du continent, un lieu de pélicans et d'espèces de hérons rares en Europe. Au nord, le long de la frontière avec la Biélorussie, s'étendent les marais du Pripyat, une forêt inondée de la taille d'un petit pays, la plus vaste zone humide de toute l'Europe, où la terre et l'eau ne se sont jamais tout à fait entendues sur une frontière. Et sous la terre noire repose une seconde fortune. À l'est, autour de la ville de Kryvyi Rih, se trouvent quelques-uns des plus grands gisements de minerais de fer au monde. Non loin, l'une des grandes réserves mondiales de manganèse. Le Donbass, plus à l'est encore, s'est bâti sur le charbon. Pendant plus d'un siècle, cette combinaison, terre noire au-dessus, charbon noir et fer en dessous, a fait de l'Ukraine l'un des territoires les plus précieux d'Eurasie, une terre capable de vous nourrir et de vous armer en même temps. Ce n'est pas un hasard si c'est le coin d'Europe le plus disputé. Il y a rarement eu, ailleurs, autant de raisons de se battre. On peut lire les strates de cette histoire dans une seule ville. Au sud-ouest se dresse Kamianets-Podilski, petite cité bâtie dans une boucle de canyon fluvial, cernée sur 3 côtés de parois rocheuses abruptes, gardée par une forteresse de pierre qui a changé de main entre la Pologne, la Turquie et une dizaine d'autres puissances. Au sud, la steppe de Tavri descend vers la Crimée, presqu'île tempérée s'avançant dans une mer Noire convoitée et disputée depuis l'époque des Grecs. Kharkiv au nord-est, Dnipro sur son grand fleuve, Odessa sur la côte, chacune une ville avec son propre siècle, ses propres maîtres, ses propres cicatrices. Aucun récit unique ne les contient toutes, seul le sol le fait. Le Grand Sud raconte sa propre version de l'histoire du pays. Pendant l'essentiel de son histoire, la steppe proche de la mer Noire fut trop sèche pour être cultivée de façon fiable, un sol fertile, mais pas assez de pluie. Alors, au XXe siècle, des ingénieurs creusèrent un grand canal à travers la terre, portant l'eau du Dniepr sur plus de 400 km vers le sud et transformèrent en verre l'aride plaine de Tavri et le nord de la péninsule de Crimée. Des champs de céréales, des vergers, des melons apparurent là où l'herbe, chaque juillet, avait toujours brûlé et jauni. Ce fut un acte de volonté considérable, l'arrosage délibéré d'un quasi-désert pour qu'il nourrisse des hommes. Mais ceux qui avaient vécu le plus longtemps sur cette péninsule n'étaient plus là pour le voir. Les Tatars de Crimée, peuple musulman natif de la région depuis des siècles, furent déportés en totalité en 1944, entassés dans des trains en l'espace de quelques jours, expédiés vers l'Asie centrale où des milliers d'entre eux moururent en chemin ou peu après. Il fallut presque un demi-siècle avant qu'on les autorise à revenir. Le schéma est désormais familier. Un peuple chassé de sa terre, la terre conservée, la moisson récoltée par quelqu'un d'autre. Et au nord, il existe un lieu où les hommes sont partis et où le sauvage est revenu. Le 26 avril 1986, un réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose lors d'un essai de sécurité raté. C'est le pire accident nucléaire de l'histoire. Un nuage radioactif dérive sur l'Europe. Dans les jours qui suivent,
Les autorités évacuent la ville de Pripyat et les localités alentours. Des dizaines de milliers de personnes, priées d'emporter un seul sac pour 3 jours, ne rentreront jamais chez elles. Une zone de la taille d'un petit pays est scellée et abandonnée. Et puis il s'est produit quelque chose que personne n'avait prévu. Les hommes partis, les animaux sont revenus. La zone d'exclusion, empoisonnée, interdite, mortelle pour qui voudrait y vivre, est devenue par accident l'un des plus vastes refuges sauvages d'Europe. Des loups rôdent dans les rues désertes, des sangliers fouillent le plancher des maisons abandonnées. Élans et cerfs traversent la forêt, reconquérant les champs. Et dans un ultime écho étrange, un troupeau de chevaux de Przewalski, ces mêmes chevaux sauvages de l'ère glaciaire, fut relâché dans la zone à la fin des années 1990. Ils y prospèrent encore, broutant parmi les bâtiments morts, dans ce seul endroit du continent où l'homme est le danger et les animaux en sécurité. La radiation est bien réelle. Le tort causé à la faune est débattu et presque certainement présent. Mais la vérité la plus large est difficile à contester. Retirez les hommes et la terre ne meurt pas. Elle se remplit de vie presque aussitôt, comme si elle n'avait attendu que cela. C'est la même leçon que la steppe enseigne, écrite d'une main plus sombre. Ce sol veut vivre. Il faut beaucoup d'efforts pour l'en empêcher, mais c'est exactement l'effort que cette terre a toujours reçu. La majeure partie de l'année, la grande plaine du centre et du sud est entièrement vouée aux cultures. En plein été, elle vire alors, pas seulement de blé, mais de tournesol, des millions, tournant leur tête tout au long du jour pour suivre la lumière. L'Ukraine est le premier producteur mondial d'huile de tournesol. Plus de la moitié de toute l'huile de tournesol échangée dans le monde est pressée à partir de graines poussées dans ce sol. La fleur est devenue, ces dernières années, un symbole du pays lui-même, vive, familière, enracinée, impossible à ignorer. Les chiffres sont difficiles à saisir pleinement. Lors d'une bonne année, avant la guerre, l'Ukraine récoltait plus de 80 millions de tonnes de céréales. Elle figurait parmi la poignée d'exportateurs les plus importants du monde pour le blé, le maïs, l'orge, le colza. Son maïs nourrissait le bétail chinois et des populations à travers le Moyen-Orient. Son blé devenait du pain en Égypte, au Liban, au Yémen, au Bangladesh, des pays qui importaient la majorité de leurs grains, une grande partie venant d'ici. 36 nations dépendaient de cette région pour plus de la moitié de leur approvisionnement en céréales. Voilà ce que signifie nourrir 400 millions de personnes. Ce n'est pas un slogan, c'est un fait logistique, répété à chaque récolte, presque toujours invisible pour ceux qu'il maintient en vie. L'agriculture qui produit tout cela n'est pas celle d'une carte postale. Une grande partie de la terre noire est travaillée à une échelle immense. Des exploitations uniques de dizaines de milliers d'hectares, gérées par des sociétés agricoles dotées de leurs propres silos, de leurs propres wagons, de leur propre flotte de moissonneuses avançant à travers le blé en formation, comme des navires en mer. Une seule agro-holding ukrainienne peut exploiter une surface plus grande que certains pays. La récolte se déverse de ces champs dans une chaîne conçue pour ne jamais s'arrêter. Du camion au silo, du silo au train, du train à la barge fluviale, de la barge au port. Et à côté des géants, l'ancienne façon de faire persiste. Dans des milliers de villages, les familles gardent encore un lopin de jardin, quelques rangs de pommes de terre et de haricots, des tournesols, une vache, une poignée de poules. C'est cette agriculture modeste qui a nourri les gens à travers chaque effondrement subi par le système plus vaste. Quand les silos sont bloqués et que les marchés faillissent, c'est le lopin du village qui garde une famille en vie. La terre noire nourrit le monde par en haut et le foyer par en bas. Elle a toujours fait les deux à la fois, ce qui rend ce qui s'est produit en 1933 d'autant plus difficile à comprendre. Au début des années 1930, cette terre appartenait à l'Union soviétique, et l'Union soviétique avait décidé de refaçonner la campagne par la force. Le plan s'appelait la collectivisation. Des paysans qui cultivaient leurs propres lopins depuis des générations reçurent l'ordre de céder leurs terres, leurs outils, leurs bêtes, à de grandes fermes collectives dirigées par l'État. Ceux qui résistaient, et les Ukrainiens résistèrent plus que d'autres, furent désignés comme ennemis. Les paysans les plus aisés, ceux qui possédaient quelques têtes de bétail de plus, furent qualifiés de koulaks, dépouillés de tout, déportés ou tués. La production s'effondra, comme elle s'effondre toujours quand on arrache la terre à ceux qui la connaissent. Mais la réponse de l'État à la pénurie ne fut pas d'en demander moins, ce fut d'en exiger davantage. En 1932, Moscou fixe pour l'Ukraine des quotas de grains que la terre ne peut tout simplement pas atteindre. Quand les villages ne peuvent livrer, des brigades de militants du parti sont envoyées pour le prendre malgré tout.
Elles fouillent les maisons. Elles enfoncent de longues tiges de métal dans le sol, dans les meules de foin, à la recherche du grain caché. Elles confisquent non seulement le blé, mais la semence, les haricots, les pommes de terre, la dernière nourriture dans la maison. Une loi est votée qui fait du simple fait de prendre une poignée de grains dans un champ d'État un crime capital. On fusille des gens pour avoir glané, dans leur propre champ, les épis laissés après la moisson. Puis les frontières des villages se ferment. Il est interdit de partir chercher de la nourriture. Les laissez-passer de voyage sont refusés. Les affamés sont piégés sur place, dans leur propre foyer, sur la terre agricole la plus fertile d'Europe. La nourriture confisquée, les issues scellées. Ce qui suivit, durant l'hiver et le printemps de 1933, fut une mort à une échelle presque impossible à décrire et qu'il fut, pendant des décennies, presque impossible même de prononcer à voix haute. Dans les villages, les gens mangeaient de l'herbe, de l'écorce, du cuir. Ils enflaient de faim, puis mouraient. Chez eux, sur les routes, dans les champs. Quand cela prit fin, entre 3 et 5 millions de personnes, selon les estimations, étaient mortes de faim en Ukraine. Un quart d'entre elles, selon certains des comptes, étaient des enfants. On appelle cela l'holodomor, des mots signifiant faim et extermination, la mort infligée par la faim. Le fait le plus accablant est aussi le plus simple. Il y avait du grain. Durant le mois même où les Ukrainiens mouraient de faim, l'Union soviétique exportait plus d'1 million de tonnes de céréales à l'étranger, vendant la récolte de la terre noire contre des devises étrangères, tandis que ceux qui l'avaient fait pousser mouraient dessus. La famine ne fut pas un échec du sol. Le sol fit tout ce qu'il fait toujours. La famine fut une décision. Le monde, lui, fut informé, pour l'essentiel, que rien ne se passait. Au printemps 1933, un jeune journaliste gallois, Gareth Jones, s'échappe de ses accompagnateurs officiels, descend d'un train dans la campagne ukrainienne et marche de village en village, à pied. Il voit les maisons vides, il parle aux affamés, il note tout. Et de retour à l'ouest, il tient une conférence de presse et déclare au monde, sans détour, « Il y a une famine en Ukraine et elle est provoquée par l'homme. » On le traita de menteur, le correspondant occidental le plus respecté de Moscou, un homme qui avait remporté le prix Pulitzer pour ses reportages, rejeta publiquement le récit de Jones et assura au monde qu'il n'y avait pas de famine, que les rapports étaient exagérés. Le déni tint bon. Le grain continua de circuler, et Gareth Jones, qui avait dit la vérité, fut tué 2 ans plus tard dans des circonstances troubles, lors d'un reportage en Asie, la veille de son 30e anniversaire. L'Ukraine a depuis reconnu l'Holodomor comme un génocide. Plus de 20 pays s'accordent avec elle. Pendant 50 ans, on ne put même pas lui donner un nom. L'État soviétique niait que la famine n'ait jamais eu lieu, l'effaçait des livres d'histoire, punissait ceux qui en parlaient. Les survivants la portèrent en silence jusque dans leur vieillesse, jusque dans leur tombe. Ce n'est qu'après l'indépendance que le pays put ériger son mémorial, une statue fine et endeuillée, celle d'une fillette, à Kiev, serrant dans ses mains quelques épis de blé. Ce n'est qu'alors qu'il put enfin dire, à voix haute, ce qui avait été fait et acquis. Laissez cela s'installer un instant. La terre qui nourrit 400 millions d'inconnus fut, un jour, délibérément retournée pour affamer les siens. La même terre noire, les mêmes champs où tournent les tournesols, le sol le plus généreux de la planète, utilisé comme instrument de mort. C'est la contradiction au cœur de ce pays, et elle ne s'est jamais tout à fait résolue. Pour voir comment le grain quitte réellement cette terre, comment la terre noire atteint ses 400 millions de bouches, il faut aller sur la côte, à Odessa. Odessa se trouve sur le rivage nord de la mer Noire, port bâti à la fin du XVIIIe siècle pour être exactement cela, l'embouchure du grenier à blé, le lieu où la moisson de l'intérieur rencontre la mer. Depuis 2 siècles, le grain cultivé à des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres roule vers Odessa et les ports voisins, par camion, par train, par barge fluviale, se déverse dans de hauts silos au bord de l'eau, puis se charge dans les cales de navires en partance pour le reste du monde. Environ 90% du grain ukrainien a toujours quitté le pays de cette manière, par mer, franchissant le Bosphore, gagnant la Méditerranée et au-delà. Odessa elle-même est bien davantage qu'un terminal. C'est l'une des grandes cités portuaires de la mer Noire, fondée sous Catherine la Grande, tracée par des architectes italiens et français, peuplée sur 2 siècles de Grecs, de Juifs, d'Arméniens et d'une douzaine d'autres peuples attirés par le commerce. Les écrivains l'ont aimé. Un grand escalier de pierre descend vers le port, rendu célèbre il y a 100 ans par un unique film.
Pendant l'essentiel de son existence, Odessa a été un lieu d'arrivée et de départ, d'opéra, de contrebande et d'air marin, une fenêtre cosmopolite où le cœur agricole du pays rejoint enfin le grand large. Une année ordinaire, l'échelle en est vertigineuse. Tenez-vous près d'un terminal céréalier de la mer Noire, en saison de récolte, et l'air est épais de poussière, tandis qu'une file sans fin de camions décharge un blé cultivé dans des champs qu'on ne voit pas depuis la côte. Le grain est trié, mélangé, stocké, canalisé vers des vraquiers longs comme un pâté de maison. De là, il traverse la mer dans des coques d'acier, se transforme en farine dans des villes lointaines et apparaît enfin, des semaines plus tard, sous forme de pain sur des tables, dans des pays que la plupart de ces paysans ne visiteront jamais. C'est la machine qui nourrit 400 millions de personnes. Et en février 2022, elle s'est arrêtée. Lorsque l'invasion à grande échelle a commencé, la marine russe a bloqué les ports ukrainiens de la mer Noire. Les navires ne pouvaient plus prendre la mer. En quelques mois, plus de 20 millions de tonnes de grains se trouvaient prisonnières des silos, sans nulle part où aller. Du grain que des pays affamés attendaient. Les prix alimentaires mondiaux flambèrent dans les nations importatrices les plus pauvres, en Afrique et au Moyen-Orient. La menace de la famine se rapprocha, non parce que la récolte avait échoué, mais parce que la récolte ne pouvait plus circuler. Le directeur du Programme alimentaire mondial l'a résumé aussi simplement que possible. Quand on retire le grenier à blé du monde du marché, le monde entier le ressent. Pendant un temps, un accord négocié par les Nations Unies et la Turquie ouvrit un corridor et plus d'1 millier de navires purent transporter du grain hors d'Odessa et des ports voisins. Puis l'accord s'effondra et l'Ukraine fit quelque chose qui en dit long sur ce pays. Elle ouvrit son propre corridor, longeant son propre littoral sous sa propre protection. Elle força la réouverture d'une voie maritime à travers une mer qu'elle ne contrôlait pas. Les ports reprirent vie. Les attaques continuèrent sur les terminaux, sur les silos, sur les navires eux-mêmes. Et le grain continua de circuler malgré tout. Un négociant sur le terrain le décrivit avec une lassitude presque tranquille. Le marché a cessé de réagir aux attaques. Une frappe sur un port est devenue simplement une de plus. Là où la mer était trop dangereuse, l'Ukraine envoya son grain par le long chemin. Des convois de camions et de trains le transportèrent vers l'ouest, à travers les frontières, jusqu'en Europe, les fameuses voies de solidarité, et des barges le firent descendre le Danube jusqu'au port roumain, puis jusqu'au large, par le delta. Rien de tout cela n'était aussi bon marché ni aussi rapide que l'ancienne route par Odessa. Tout cela coûtait plus cher, transportait moins, et se faisait quand même. Un pays ne route pas l'approvisionnement alimentaire de dizaines de nations par accident. Il le fait exprès, à grands frais, parce qu'il a décidé que nourrir le monde n'est pas quelque chose qu'il est prêt à cesser de faire. Début 2026, malgré tout cela, le moteur tourne encore. Sur les 2 premiers mois de l'année seulement, l'Ukraine a exporté près de 10 millions de tonnes de produits agricoles pour une valeur d'environ 4 milliards de dollars, avec des revenus supérieurs à l'année précédente. La récolte est plus modeste qu'autrefois. La guerre a pris des terres, pris des travailleurs, miné les champs, détruit des installations de stockage, plongé de nombreux fermiers dans les dettes. La récolte de 2025 a tourné autour de 50 millions de tonnes, bien en deçà des 86 millions de la dernière année de paix pleine. Et pourtant, l'Ukraine demeure parmi la poignée des plus grands exportateurs de céréales de la planète, 3e pour le tournesol et le colza, 4e pour le maïs, parmi les 6 premiers pour le blé. Songez à ce que cela exige. Des fermiers qui sèment des champs à portée de l'artillerie, des moissonneuses qui travaillent une terre peut-être minée, des navires qui naviguent sur une mer sous blocus. Un pays tout entier, en guerre, qui choisit de continuer à nourrir le monde, non parce que le monde le paie généreusement, mais parce que c'est ce que la Terre Noire a toujours fait, et que s'arrêter ressemblerait à une reddition. Le même sol qui servit, en 1933, à affamer une nation, est aujourd'hui défendu navire après navire, pour que des inconnus à 1000 km de là puissent manger. Voilà la réponse à la question posée au commencement. Comment la terre qui nourrit le monde devient-elle une terre où l'on ne peut plus manger? Le sol, lui, n'a jamais changé. Le sol n'est pas la variable. La variable, ce fut toujours ceux qui le contrôlent, ceux qu'ils choisissent de prendre et ceux qu'ils choisissent de donner. La terre noire ne se soucie pas de savoir qui la possède. Elle était là avant les Cosaques, avant Kiev, avant que la première charrue n'ouvre le premier sillon. Elle s'est bâtie elle-même, à partir d'herbe et de patience, pendant 10 000 ans, et elle continuera de se bâtir longtemps après que les frontières actuelles seront oubliées, comme elle a survécu à chaque empire qui l'a jamais revendiqué.
Le sol est la seule chose permanente, dans un pays où presque rien d'autre n'a eu le droit de durer. Mais le sol n'est pas invincible. Même en temps de paix, l'Ukraine perd chaque année environ 500 millions de tonnes de terre arable à cause de l'érosion, le coulant d'une terre noire trop durement exploitée. La même erreur qui a transformé les plaines américaines en poussière dans les années 1930. Le tchernosium a mis 10 000 ans à se former. Il ne revient sur aucune échelle de temps humaine. Ce qui est perdu. Et désormais, la terre porte de nouvelles blessures. Des champs criblés de cratères d'obus. Un sol souillé de carburant et de métal. Des mines enfouies dans les sillons qu'il faudra des décennies pour déminer. La terre agricole la plus fertile d'Europe, marquée de cicatrices qu'aucune moisson, à elle seule, ne saura effacer. Personne ne peut dire comment tout cela finira, si les ports resteront ouverts, si les fermiers pourront continuer à semer, si les 400 millions continueront de manger, ou si le grenier à blé du monde sera lentement retiré de la table pour de bon. C'est peut-être la question qui mérite qu'on s'y attarde un instant. Que ferait-on à la place de ces gens qui sèment sous le bruit du canon, continuer malgré tout ou renoncer pour se mettre à l'abri? Il n'y a pas de réponse simple, et c'est peut-être précisément pour cela qu'elle vaut la peine d'être posée. Les grues traversent encore Askania Nova au printemps, comme elles le font depuis bien avant qu'un nom n'existe pour ce lieu. Les chevaux sauvages broutent encore les rues mortes de Tchernobyl. Les hêtraies des Carpates tombent et renaissent encore sur la même terre qu'elles occupent depuis des millénaires. Et dans les villages de la Terre Noire, quand la saison le permet, on cuit toujours le pain rond, on écrit toujours la cire sur les œufs, on brode toujours dans le tissu les vieux symboles protecteurs. L'insistance tranquille, répétée depuis des siècles, d'être encore là. C'est peut-être la seule promesse que cette terre ait jamais pu tenir. Non la sécurité, non la paix, pas même la certitude d'une moisson. Seulement que la Terre Noire est encore là, toujours le sol le plus généreux de la Terre, toujours en train de nourrir des gens qui ne connaîtront jamais son nom. Et, après tout ce qui s'est passé, toujours digne d'être défendu.